Notre invité ce matin, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et des Cultes. Christophe Castaner, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes le 13 novembre 2018. Le 13 novembre 2015, les attentats dans Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, la menace terroriste est toujours aussi forte ? Elle reste élevée. Elle reste élevée même si elle a changé de forme. Vous savez, le recul de Daesh qui, depuis l'extérieur, organisait ces attentats dont la France et de nombreux pays européens ont été les cibles. Il y a aujourd'hui cet affaiblissement. Il y a aussi la montée en puissance de notre capacité d'intervention, de renseignement, avec la DGSI, avec des plans de recrutement, des moyens nouveaux qui lui sont donnés, un rôle de chef de file majeur, et puis il y a une coordination de l'information qui nous permet d'être plus efficace. Vous savez que presque toutes les semaines, on intervient sur le terrain pour neutraliser des risques. Pas forcément des attentats, Combien mais pour d'attentats neutraliser des risques. déjoués depuis le début de l'année 2018 en France ? Si on compte le dernier lié à ce réseau d'ultra-droite, on peut dire 6 attentats qui ont été déjoués. Mais je dirais c'est beaucoup plus que cela, parce que nous intervenons aussi en amont. Nous savons, et ils savent, que nous surveillons, que nous entendons, que nous veillons au quotidien. Et cela joue aussi en matière de prévention sur le risque. Christophe Castaner, une quarantaine de condamnés pour terrorisme vont sortir de prison en 2019. J'imagine qu'ils seront suivis comment ? 48, pour être exact. 48 condamnés pour terrorisme vont sortir de prison. Pour des faits liés au terrorisme. Parce que vous savez que les principaux assassins ont des peines plus longues que cela. Et donc 48 vont sortir à la fin de leur peine d'emprisonnement sur décision judiciaire. Et donc, nous nous donnerons les moyens de les suivre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous le comprendrez, mais sachez qu'ils sont connus individuellement et qu'en lien avec la justice, il y aura un suivi tout particulier, parce que par nature, ils présentent un risque de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vécu, du passage en prison, qui est aussi par nature criminogène et qui quelquefois peut même aggraver la radicalisation malgré les efforts qui sont portés par le ministère de la Justice en prison. Donc, nous mettons en place des dispositifs particuliers. Certains sont déjà sortis et font l'objet de ce dispositif particulier. Alors, le suivi et l'information, est-ce que il y a des fichiers S, des fichiers FSPRT? Est-ce que les maires auront enfin accès à la base de données de ces fichiers? C'était un engagement du président de la République devant les maires l'année dernière lors du congrès des maires de France. Je signerai tout à l'heure, en sortant de votre studio, une circulaire adressée à tous les préfets de France pour organiser la meilleure information des maires, à plusieurs niveaux. D'abord, l'information sur le risque présent dans la commune. Quand un maire organise un marché de Noël, un grand festival, une fête, il est important qu'il sache quel est le risque réel sur sa commune. Ça lui permet de mettre en place, avec les services de l'État, une réponse de prévention adaptée. Mais il est important aussi, j'ai été maire pendant longtemps, que nous organisions le dialogue avec les maires. Un maire connaît des situations familiales où l'on peut sentir des dérives qui mènent à la radicalisation. Jusqu'à présent, le maire pouvait signaler. Il n'avait aucun retour. Je souhaite que systématiquement, quand un maire donnera une information, il puisse avoir un retour précis sur son information et sur le suivi, la prise en compte de son information. Que le préfet puisse lui donner des informations précises. Oui, vous m'avez parlé de telle famille, il y a effectivement tel problème. Tel problème, c'est-à-dire tel fichier S dans cette famille, tel fichier FSPRT dans cette famille? Oui, qu'on joue la transparence totale sous réserve. Donc le maire sera informé. Le maire sera informé de la présence de ces fichiers S ou FSPRT sur sa commune. Ce que je vous dis, c'est deuxième niveau de partenariat que nous voulons construire. Quand un maire va nous informer sur telle ou telle famille ou telle personne, on lui donnera les informations qui lui sont nécessaires. Et le troisième niveau, c'est si c'est un employé municipal ou un employé de la collectivité. Il y a des postes sensibles. Dans une crèche, c'est un poste sensible. Un éducateur de jeunesse dans un quartier, c'est un poste sensible. Nous souhaitons, si un de ces employés municipaux est fiché au fichier du SPRT, FSPRT, on puisse systématiquement l'informer. En échange, il y aura une convention de confidentialité. Donc, un maire saura si l'un de ses employés ou l'un de ses éducateurs ou sur les postes sensibles est fiché ou pas. Sur les postes sensibles, je demande au préfet qu'effectivement les maires puissent le savoir pour prendre des mesures de prévention, pour déplacer l'agent. Il n'a pas commis de faute. Pour déplacer l'agent et éviter qu'il soit dans un poste exposé, un poste à risque. Il me semble nécessaire, si on veut construire ce partenariat, que l'on applique surtout, y compris sur la sécurité du quotidien. Ce continuum de sécurité implique la mobilisation du maire, la mobilisation des services de l'éducation nationale, la mobilisation de la police ou de la gendarmerie. Et c'est ça que je veux faire vivre constamment, au quotidien. C'est-à-dire, je fais la confiance, je fais le dialogue avec chacune et chacun, je crois dans le dialogue, je crois dans la confiance. Bien, mais imaginons une radicalisation dans un milieu sportif.
Et il y a des cas de plus en plus nombreux. Vous le savez bien. Vous avez raison. Et d'ailleurs, on a signé avec la ministre des Sports, il y a 3 jours, le 8 novembre, on a signé aussi une circulaire d'information. J'ai mis en place un spécialiste des questions de sécurité au sein du ministère pour que nous puissions là aussi avoir le plus d'informations et jouer là encore sur la prévention. Nous sommes mobilisés sur tous ces fronts. Alors comment on fait Qui saura un éducateur sportif, un entraîneur, je ne sais pas moi, un sportif est radicalisé. Vous savez, souvent ce sont les collègues de travail qui constatent. Là, ça peut être au sein de l'association, on constate que quelqu'un se tourne vers des idées qui ne sont pas des idées dignes de la République. Or, aujourd'hui, ce que moi j'attends d'un éducateur sportif dans la commune ou dans le club à qui je confie mon enfant, c'est qu'il me garantisse cela. Oui. Et donc oui, il faut de l'information. Et si l'information circule, le maire aura l'information, il la donnera au service de sécurité, au préfet, et à ce moment-là, nous ferons notre travail. Bien, Christophe Castaner, avec exigence. Est-ce qu'il y a des radicalisés dans la police et la gendarmerie? On a eu des alertes, oui. Y compris dans la protection des hautes personnalités. Quand on a une alerte, on ne prend pas de risque. On suspend immédiatement la personne de ses fonctions. Non. Combien de cas? C'est un corps. Je ne vais pas rentrer dans ces situations, vous comprendrez. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il nous faut sur ces sujets être plus exemplaires et plus prudents encore que d'autres. Je change de sujet. Maggie Biskupski, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère, s'est suicidée avec son arme de service. Je me souviens de l'agression au cocktail Molotov de 2 policiers à Viry-Châtillon le 8 octobre 2016 et de cette haine anti-flic. Il ne s'agit pas pour nous d'interpréter un suicide, mais que savez-vous des circonstances et de cet acte? D'abord, un mot d'émotion personnelle, c'était une engagée. On pouvait ne pas être d'accord avec elle. J'ai vu des débats où elle avait des contradicteurs, mais c'était une engagée pour une cause, celle de défendre les policiers, l'honneur des policiers, les moyens matériels des policiers. J'étais vendredi dernier à Viry-Châtillon. J'ai rencontré la principale victime, celle qui aujourd'hui n'a toujours pas repris son travail. Mais j'ai rencontré aussi l'ensemble de ses collègues de travail qui sont partis à la reconquête de ce territoire. J'étais accompagné des maires dans ces quartiers où il y a 3 ans, nous ne pouvions pas rentrer. Aujourd'hui, la sécurité, l'ordre est rétabli sur ce territoire. Parce qu'il y a un engagement. Il y a un engagement fort. Les policiers eux-mêmes ont parlé de reconquête. Et je peux vous dire qu'il y a une vraie reconquête sur ces sujets. Mais globalement, le combat qui était mené par l'association qu'elle a créée et dont elle s'occupait, ce combat pour les droits de nos policiers, à la fois au respect, mais aussi les droits à l'attention de leur ministre, de leur engagement ministériel nécessaire et que j'incarne aujourd'hui. Ces droits, il faut les entendre. C'est un message qu'elle vous envoie peut-être. Je ne vais pas interpréter. Non, moi non plus. Évidemment, son geste, il y a une enquête sur le sujet, il faut que toute la transparence soit faite au-delà de l'émotion, et quelle que soit la cause de son geste, il est dramatique. Mais il faut entendre cette colère des policiers. Moi, je l'ai entendu quand j'ai présenté la semaine dernière le budget du ministère devant l'Assemblée nationale. C'est une augmentation de plus de 1 milliard d'euros sur 2 années. C'est 2500 postes créés. C'est 300 millions consacrés à l'immobilier. J'ai rencontré depuis 1 mois que je suis ministre des policiers qui vivent dans des conditions de travail épouvantables. Je peux vous le dire, épouvantable. J'ai visité un commissariat où 40 policiers travaillent. C'est une maison bourgeoise des années 30 et aujourd'hui, les conditions sont insupportables. Nous mettons sur la table un montant d'investissement pour l'immobilier de nos policiers et de nos gendarmes qui n'a jamais eu lieu. De la même façon sur les grosses réparations, de la même façon sur les voitures, parce qu'il faut aussi du matériel adapté pour des bonnes conditions de travail. Nous avons besoin de renforcer nos forces de sécurité, c'est ce que le budget que j'ai présenté à l'Assemblée me permet de faire. Christophe Castaner, le 9 juillet dernier à Versailles, Emmanuel Macron annonçait pour l'automne un cadre pour que l'islam s'exerce dans le respect de la République. Nous sommes le 13 novembre, rien. Je rencontrerai, non pas rien, je rencontrerai dès cette semaine l'ensemble des représentants des cultes cette semaine, la semaine prochaine, pour travailler avec eux sur la présentation d'un cadre. Nous avons travaillé. Maintenant, il me semble nécessaire de le présenter aux principaux auteurs, aux responsables des différents cultes, je dis bien des différents cultes, notre façon dont nous voulons accompagner le développement de l'islam. Est-ce que la loi de 1905 sera adaptée? Elle peut l'être. Elle n'est pas remise en cause. Elle peut l'être ou elle le sera? Mais moi, je n'ai aucun tabou. Et donc, si nous restons à la fois dans les principes et dans l'équilibre de la loi 1905 sur la laïcité, sur la séparation de l'Église et de l'État, mais si nous pouvons la rendre plus performante, vous savez, elle a 113 ans, cette loi. Et donc, elle a déjà fait l'objet de modifications, 17 depuis son origine. Elle peut faire l'objet de modifications parce que notre société change. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est d'abord de faire en sorte que
L'ensemble des acteurs religieux, et les musulmans en particulier, avec les Français, avec l'État, contribuent à lutter contre toutes les formes de radicalisation. Ce qui m'importe, c'est de libérer aussi les religions, et l'islam en particulier, des ingérences étrangères, notamment financières, mais aussi dans la mise à disposition d'imams. Ça veut dire les aides qui viennent de l'étranger, on est bien d'accord, supérieures à 10 000 euros, que va-t-il se passer pour ces aides-là? La proposition que je souhaite faire, et elle est sur la table des discussions, c'est celle d'avoir l'information. Non pas de les interdire, il ne s'agit pas de les interdire. Vous savez que la religion catholique aujourd'hui peut intervenir et ça n'est pas un problème. Par contre, les aides de 10 000 euros venues, au supérieur à 10 000 euros venus de l'étranger, vous demandez à être informé. Une juste information, une juste transparence, parce que ce qui compte, c'est l'indépendance de ceux qui organisent la religion. C'est pas l'État qui va organiser la religion en France. Une comptabilité transparente des associations culturelles, on est bien d'accord. Une comptabilité et une responsabilité aussi. Oui. Il y a quelques jours, un imam de Toulouse a fait un prêche totalement antisémite. J'ai fait un signalement dit article 40 pour que des poursuites soient engagées. Mais je pose la question, est-ce que les responsables de l'association qui gère ce lieu et qui ont accueilli cet imam qui tient ses propos antisémites ne sont pas responsables ? Moi, j'ouvre le débat. Je pense qu'il nous faut de la transparence et qu'il nous faut, sur ces logiques, être des combattants. Des combattants pour garantir la laïcité, c'est-à-dire le droit de croire comme le droit de ne pas croire. Est-ce que vous êtes favorable à des subventions publiques pour la réparation ou la rénovation énergétique des lieux de culte? Vous savez, c'est déjà ce qui se fait, notamment dans nos églises, depuis la loi de séparation. C'est la commune qui est en responsabilité du site. Ça n'est pas le cas sur quel que soit le culte. Et ça n'est pas le cas sur les nouveaux lieux. Oui. Et donc, sur les nouveaux lieux qui ont été construits depuis, chaque culte doit autofinancer son engagement. C'est le principe de séparation entre l'Église et l'État. Christophe Castaner, l'antisémitisme, forte montée de l'antisémitisme, notamment ces derniers mois, vous en êtes où? Des mesures à prendre ou des décisions à prendre? D'abord au quotidien, la sécurisation des lieux de culte, des manifestations, ce que j'ai fait immédiatement après l'attentat de Pittsburgh, de mettre des moyens sur le terrain pour protéger la communauté juive dans les différents rendez-vous qu'elle avait. Ensuite, c'est les enquêtes et le suivi. Aujourd'hui, les actes et les paroles antisémites s'organisent ou se propagent notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons, dès cette année, doublé le nombre de personnes qui, au sein d'une cellule dédiée, suivent notamment les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'on puisse très vite les retirer. Et le Premier ministre a annoncé la semaine dernière sa volonté qu'un texte de loi encadre cela et permette l'obligation de retrait quasi immédiate et qu'on puisse demander aux logeurs de ces messages d'intervenir. Aujourd'hui, ils peuvent résister, ils peuvent ne pas aller assez vite. Nous souhaitons sur ces sujets qu'on laisse le moins de temps possible entre l'acte, la commission de l'acte et... projet de loi avant la fin de l'année, rapidement. Un peu plus tard. Il faut un travail, ça fait partie des sujets que j'aborderai avec les représentants de la communauté la semaine prochaine. Christophe Castaner, parlons du 17 novembre. 17 novembre, ce mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité ? Moi, par nature, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes toujours un peu inquiet. Un peu inquiet. Être plus inquiet en amont qu'en aval et constater que finalement, on n'a pas anticipé. Ce qui est difficile là, c'est qu'on n'a pas une organisation syndicale qui a l'habitude de faire une manifestation qui l'organise. Je prends un exemple. Une manifestation, ça se déclare. Ça se déclare en préfecture. Là, très peu ont déclaré la manifestation. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent à déclarer la manifestation, le lieu de la manifestation, parce que ça nous permettra non pas de l'interdire, parce que je suis aussi le garant de la liberté. Vous n'interdirez aucune manifestation. Si elle ne menace pas l'ordre public et si elle n'empêche pas la libre circulation. Il faut trouver ce point d'équilibre-là. C'est-à-dire, alors là, je voudrais qu'on précise les choses. Je veux dire... des routes, des autoroutes bloquées. Le périphérique parisien bloqué. Que faites-vous ? Nous interviendrons d'abord dans la discussion et ensuite nous rendrons la libre circulation. Nous l'avons fait il y a quelques jours. Les ambulanciers donc pas de blocage total. Je demande qu'il n'y ait aucun blocage total parce que ceux qui manifestent sont des citoyens et ils savent aussi l'importance pour nos citoyens. Donc vous interviendrez, les forces de police interviendront s'il y a blocage total. Partout où il y aura un blocage et donc un risque pour les interventions de sécurité, mais aussi pour la libre circulation, nous interviendrons. Mais je pense que le problème ne se posera pas. Ce sont des citoyens qui aujourd'hui, peut-être avec une appréciation dont on peut débattre, décident de faire une manifestation. Mais ce sont des citoyens qui savent aussi que la liberté des citoyens de circuler est essentielle. Mais l'entrave à la circulation est punie par la loi. Bien sûr. Et Christophe Castaner. C'est la raison pour laquelle, Jean-Jacques Bourdin, je demande expressément, 1, à ceux qui organisent des manifestations de les déclarer, 2, de veiller effectivement à se faire entendre. C'est l'objectif d'une manifestation et je leur en laisse la responsabilité, mais de ne pas entraver la libre circulation qui est essentielle. Sinon, il y aura quoi ? Il y aura des PV dressés, il y aura quoi ? Il y aura d'abord des discussions
et ensuite, il y aura plus fermement, si c'est nécessaire, le fait de faire dégager la route. Mais surtout, ce que je veux vous dire, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à réfléchir à la situation suivante. S'ils ne déclarent pas la manifestation, s'ils bloquent un rond-point, s'il y a un énervement et une personne qui s'emballe et qui a un mort, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va rejeter la faute sur l'État. Voilà ce qui va se passer. La faute sur l'État, et c'est pas l'État qui sera en responsabilité, c'est la personne qui aura causé l'accident, qui n'aura pas d'assurance, parce que l'assurance ne couvrira pas le fait d'avoir bloqué l'entrée d'autoroute ou le périphérique, et à ce moment-là, on sera dans des situations inextricables. Donc je respecte vraiment le droit de manifester, j'invite à la déclaration, et j'invite aussi à une bonne organisation de cette manifestation. Les manifestants vont dire c'est l'État qui ne nous écoute pas, donc nous n'avons pas d'autre solution que d'aller manifester et d'aller bloquer routes et autoroutes, c'est ce que j'entends. Oui, mais alors comme ça, c'est une forme d'insurrection à vos yeux. Comme ça, tout le monde pourrait tout justifier. Nous sommes dans une république. C'est une forme d'insurrection? Non, c'est une forme de manifestation politique. Je vois la récupération notamment du Rassemblement national, mais c'est ainsi. Vous savez, un ministre de l'Intérieur qui serait inquiet chaque fois qu'il y a une manifestation serait assez vite dépressif. Un mouvement irrationnel? Oui, il est irrationnel. Vous savez très bien que le montant des taxes et l'augmentation dont on parle a été supprimé par la baisse des cours cette semaine sur le gasoil et sur l'essence. Donc oui, il y a une part d'irrationalité. Il y aura de nouvelles taxes à partir de janvier. Non, mais avec aussi le risque que l'essence augmente, que le baril de pétrole augmente. Mais bon. C'est exactement ça. Mais vous voyez, c'est pas un phénomène lié aux taxes. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est irrationnel, c'est réel. C'est-à-dire que c'est réel au sens où la perception... C'est déraisonnable. Écoutez, moi, j'ai pas à juger. Là, on entend des manifestations, des colères, des reproches, des critiques. J'ai pas à dire aux gens, vous avez tort. Mon travail est d'expliquer qu'il est essentiel de sortir de la dépendance énergétique, de sortir du pétrole, de sortir du diesel, parce que ça tue. Ça, c'est essentiel comme message. Oui, mais mettez-vous à la place. Mettez-vous à la place de celles et ceux... Je le sais, Christophe Castaner. J'ai une Laguna de 2011 comme voiture personnelle. Je fais le plein dès que je suis dans mes terres et pas dans mon ministère. Mon épouse fait tous les jours une centaine de kilomètres en voiture pour aller travailler. Oui, mais vous avez les moyens de faire le plein. Vous avez les moyens de faire le plein. Oui, mais d'abord, je vous parle de mon épouse, et donc c'est elle qui travaille et qui paye son plein, et qui doit avoir un tiers de ses revenus qui partent dans ces frais-là. Donc cette réalité-là, je la connais. Oui, mais ce que je veux dire, mettez-vous à la place. Par exemple, le kérosène. Par exemple, on voyage en avion, hop, le kérosène n'est pas taxé. Mais c'est pour ça qu'il totalement anormal. Il faut investir massivement dans la transformation de notre modèle de consommation. Regardez ce truc dingue qu'on connaît en France. On a privilégié depuis de longues années le diesel, alors même que nos raffineries en France faisaient de l'essence. L'essence partait à l'étranger, le diesel venait de l'étranger. On a privilégié ce modèle de bagnole pour les Français, et vous le savez comme moi, alors même qu'on savait qu'il était dangereux pour la santé et qu'il tuait chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc oui, il nous faut agir, il faut assumer cela. Et de la même façon, la dépendance énergétique, si vous avez une chaudière au fioul chez vous, je préfère qu'on investisse et qu'on vous aide à changer votre chaudière au fioul et à mettre, par exemple, une pompe à chaleur. Je pense que c'est un investissement bon pour tout le monde, pour la planète, pour tout le monde, pour ses voisins, et bon pour soi-même aussi, parce qu'on gagnera de l'argent très vite. Des décisions vont être prises et annoncées. Les compensations, elles sont annoncées quand? Elles seront annoncées quand? D'abord, beaucoup de choses ont déjà été faites pour sortir justement de cette dépendance énergétique. Pas de chèque carburant, on est bien d'accord. Écoutez, les discussions sous l'autorité du Premier ministre ont eu lieu hier. Je n'étais pas à cette réunion, et donc elles sont présentées dans la journée ou dans celle de demain. Dans la journée ou celle de demain. Voilà. Mais vous ne les connaissez pas. Mais je ne les connais pas, et c'est pas un engagement. Je vous annonce pas quelque chose. Vous ne les connaissez pas. Non, j'ai échangé avec le Premier ministre sur quelques pistes de travail. Pas de chèque carburant, on est bien d'accord. Il lui appartient de décider. C'est une mauvaise idée, de chèque carburant. Je suis ministre de l'Intérieur, je suis pas ministre de ces sujets-là, et donc je préfère éviter de vous donner un avis, que ce soit un avis personnel. Et les défiscalisations du carburant pour certaines professions, vous y touchez ou pas? Mais écoutez, je vous ai dit que j'étais ministre de l'Intérieur, et que le Premier ministre allait s'exprimer. Oui, mais vous êtes aussi, vous connaissez bien les problématiques locales. Bien sûr. Vous savez, vous connaissez bien les artisans ou du BTP qui paient leur gasoil moins cher. Mais vous savez comme moi, Jean-Jacques Bourdin, que chacun, chaque jour, tente toujours de trouver un système pour payer moins de taxes, moins d'impôts, pour essayer d'en sortir. C'est un sport national, à commencer le matin quand on va boire son café, dont on peut se poser la question de savoir s'il est toujours déclaré à la TVA. C'est ainsi. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez des professions qui souffrent et qui ont obtenu tel avantage. Et puis ça dure dans la durée. Et puis dès qu'on veut le remettre en cause, on se fait enguirlander. La réalité, c'est que d'un côté, on nous dit il faut dépenser moins d'argent public, il faut plus d'aide publique et il faut moins d'impôts. On est quand même dans une quadrature du cercle qui est totalement
insupportable. Donc oui, nous assumons un certain nombre de choix. Sortir du modèle énergétique consommateur que nous avions jusqu'à présent, c'est un choix. Baisser la dépense publique, c'est un autre choix. Mais dès que nous baissons une dépense publique, à ce moment-là, si je viens vous voir, vous risquez de porter la voix de ceux qui râlent et vous me le reprocherez, pas vous personnellement, mais à travers les propos que vous aurez entendus et que vous rapporterez. Oui. Mais ça s'appelle faire des choix politiques. Bien, Christophe Castaner, encore quelques minutes, puis je vous libère, parce qu'il y a des cérémonies autrement plus importantes. Et je vous remercie d'avoir accepté. Mais autrement plus importante que cette interview. Mais je voudrais vous parler des migrants qui, maintenant, c'est vrai qu'on a bloqué la frontière à Vintimille, hein. Disons clairement les choses. Hein. On ne permet plus l'entrée en France venue d'Italie. Le problème, c'est que maintenant, les migrations ont changé, qu'elles passent par l'Espagne. Vous étiez dans les Pyrénées-Orientales. Il y a des problèmes aussi de l'autre côté, hein, au Pays Basque. Ce matin, nous avions quelqu'un de Bayonne qui nous disait qu'à Bayonne, près de 100 migrants chaque jour arrivaient, passaient par Bayonne. Est-ce que là aussi, vous allez bloquer les frontières ? Alors d'abord, il y a 3 grandes routes de migration vers l'Europe. Oui. Et aujourd'hui, c'est celle de l'Espagne qui est devenue la principale. Ça n'était pas le cas, elle est même totalement diminuée ces dernières années. Avec des migrants qui viennent du Sénégal, de Guinée, beaucoup. Pour l'essentiel de pays francophones. Et donc, exactement. On est plutôt dans une logique de migration économique. Et de pays qui sont sûrs. Voilà, exactement, de migration économique et pas de demande d'asile. Et donc, nous devons, sur ces sujets, être extrêmement fermes. Donc, non seulement j'ai été dans les Pyrénées orientales hier, Laurent Nunez, le secrétaire d'État qui travaille avec moi, était il y a 2 semaines dans les Pyrénées Atlantiques. J'ai rencontré dans la foulée, je me suis rendu à Madrid, mon homologue espagnol, et je rencontrerai jeudi soir mon homologue marocain, parce que ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'ensemble de la route. Évidemment, nous allons renforcer notre frontière, et j'ai mis des moyens supplémentaires, une demi-CRS par exemple, pour garantir la sécurité d'accès. Les migrants ne passent plus. Alors, il y en a toujours. En fait, très peu. Mais, Christophe Castaner, vous le savez bien. Mais non, mais je le sais bien et pas tout à fait. D'ailleurs, l'Italie nous le reproche. Hein. Alors, en fait, il y a Vintimille, mais il y a aussi les Hautes-Alpes, la Savoie, et donc c'est l'Italie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis le début de l'année, avant d'ailleurs le gouvernement et les élections italiennes, le flux vers l'Italie avait baissé de 90%. Mais la France est un pays d'accueil secondaire, c'est-à-dire que des migrants déposent un dossier de demandeur d'asile, par exemple, en Italie, et viennent ensuite en France. Selon les nationalités, je prends les Afghans, par exemple, des fois, ils déposent 2-3 dossiers et ils viennent en France parce que, avec les Afghans, l'OFPRA est plus favorable que d'autres pays. Donc, ça doit nous interroger. Mais ce que je veux vous dire, c'est on est dans ce paradoxe où il y a une baisse de 95% par rapport à 2015 des phénomènes migratoires en Europe. 95%. Et pourtant, on a des entrées qui augmentent en France. Tout simplement parce que nous sommes un pays d'appel, un pays où on vient ensuite faire des dossiers pour demander l'asile. Et donc là-dessus, j'ai demandé la plus grande fermeté. Combien de demandes d'asile en 2018 vont aboutir ? D'abord, il y en a une centaine de milliers qui sont déposés. Je ne peux pas vous donner les chiffres de combien vont aboutir avant la fin de cette année, parce que ça dépend. Plus qu'en 2017 ? Non, je ne crois pas. Moins ? 40 575 en 2017. Oui, c'est pour ça que je vous dis je ne crois pas. Moins qu'en 2017. Si je prends l'exemple de ce qu'on vient d'évoquer sur l'Espagne, on sera sur un taux de demande d'asile acceptée extrêmement faible. Et extrêmement faible. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que vous évoquez les Pyrénées-Atlantiques où on a beaucoup d'entrées, alors même que le centre qui gère les demandes d'asile, qui dépend de Bordeaux pour ce territoire-là, connaît une baisse de 5 ou 6% ces dernières semaines. Les migrants seront reconduits dans leur pays d'origine. Nous avons reconduit près de 10 000 personnes aujourd'hui à la frontière espagnole, donc refusé ce qu'on appelle une non-admission. Plus de 10 000 personnes. Plus de 10 000 personnes en non-admission. Nous avons mis des moyens et je vais les renforcer. Et plus globalement... Mais comment fait-on pour renforcer les moyens ? On crée de nouveau des postes frontières, des douaniers, Alors, d'abord, les douaniers sont présents, mais... J'ai vu qu'au Pertus, vous allez repositionner au Pertus, repositionner la frontière. N'y voyez pas un message politique, c'est pour des raisons de sécurité des femmes et des hommes qui interviennent sur le site. J'étais sur place, j'ai vu la dangerosité hier matin. Mais oui, je mets des moyens supplémentaires. Mais je travaille sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire, j'ai rencontré une ministre espagnole pour lui demander qu'on mette en place des outils de coordination supplémentaires. Et j'irai au Maroc, le pays de transit, je vous dis, jeudi soir et vendredi matin, pour négocier avec le Maroc plus de fermeté à sa frontière. Parce que ce qui est essentiel, c'est qu'on protège évidemment nos frontières à l'échelle de l'Europe, puis qu'on fasse vivre la solidarité, notamment avec l'Espagne. Merci Christophe Castaner d'être venu nous voir. Vous êtes, je vous laisse parce que vous avez maintenant cette cérémonie importante, ces cérémonies importantes d'hommage et de souvenirs. Il est 8h46, vous êtes sur RMC et sur BFM TV bien sûr.